Nous allons donc parler dans cette deuxième séance du glissement des catégories de migrants et donc des définitions des migrants. Il y a, comme je l'ai rappelé, une définition internationale du migrant qui est celle du département de la population des Nations Unies qui dit qu'un migrant international est quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit dans un autre pays que celui où il est né. Selon cette définition, il y a 3,5% de la population mondiale qui est en situation de migration internationale. À l'intérieur de cette catégorie, 244 millions de migrants internationaux, comme je l'ai dit, il y a de nombreux types de migration et un certain nombre d'entre elles sont définies par des catégories juridiques très précises. Et une dont on parle beaucoup, c'est le réfugié qui relève de la Convention de Genève de 1951, qui dit qu'un réfugié est quelqu'un qui a été persécuté ou qui a un risque fort de persécution et qui craint cette persécution dans son pays et donc qui, de ce fait, doit être accueilli comme réfugié dans le pays d'accueil. Autre catégorie, le migrant de travail, qui a été une grande migration dans le passé, qui l'est moins aujourd'hui de façon formelle. Il y a beaucoup de migrants sans papier qui sont des migrations de travail. Le migrant de travail, donc, qui vient pour soit une durée limitée à celle de son travail, soit pour une durée plus longue qui correspond à son projet de vie. La migration de regroupement familial, qui est devenue aujourd'hui très importante, puisque les familles donc s'installent avec les migrants dans la plupart des cas quand ceux-ci ont un statut légal. Et puis, une catégorie qui a beaucoup augmenté, surtout en Europe ces dernières années, mais aussi aux États-Unis, qui sont les étudiants, dans une volonté d'accroître la compétitivité des pays d'accueil grâce à cette migration étudiante si elle entre sur le marché du travail. Et puis d'autres catégories moins importantes que l'on pourra évoquer, notamment les investisseurs par exemple, les créateurs, les sportifs de haut niveau qui peuvent avoir un titre de séjour et toute une série de gens qui entrent de façon illégale, donc tout à fait en bout de chaîne, dans l'espoir de se faire régulariser. Donc ces catégories ont été établies dans une période où la distinction entre le réfugié, le travailleur, le membre du regroupement familial était extrêmement distincte. Je rappelle que la Convention de Genève a été définie en 1951 dans une période de guerre froide où le réfugié type, c'était le dissident soviétique qui était plutôt un intellectuel, un individu qui quittait son pays pour des raisons politiques, très éloigné sociologiquement du migrant de travail qui, par exemple, travaillait à la chaîne chez Renault, pour ce qui est de la France. Le regroupement familial, c'est un droit qui a été acquis progressivement à partir de 1976 en France et qui est un principe aujourd'hui constitutionnel dans la plupart des grands pays d'immigration du monde et qui donne le droit de vivre en famille. Et donc, c'est une migration très importante aux États-Unis, ce qui peut paraître étonnant. L'essentiel de la politique migratoire américaine est une politique de regroupement familial et en Europe aussi, l'essentiel des entrées avec les réfugiés aujourd'hui, mais c'est récent, c'est du regroupement familial, la migration de travail ne représentant que 15% des entrées légales. La migration étudiante s'est beaucoup développée aussi, mais ça fait partie de la mobilité du monde, si j'ose dire. Et les sans-papiers, aujourd'hui, sont une population très importante du fait de la difficulté d'entrer légalement dans la plupart des grands pays d'immigration. On évalue leur nombre à 11 millions de personnes aux États-Unis, 5 millions environ en Europe, et si tant est qu'on puisse les compter. La difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que ces catégories qui correspondent à des statuts très précis, celui de réfugié, celui de travailleur avec un titre de séjour, celui du regroupement familial également avec titre de séjour, celui de l'étudiant, et je précise que pour être migrant, il faut au moins 1 an d'installation dans un autre pays, sinon on est un touriste, on est un stagiaire, on est quelqu'un qui vient pour une courte durée, ou un saisonnier par exemple. Donc à partir d'1 an, on est un migrant international. Ces catégories, aujourd'hui, sont devenues de plus en plus floues. C'est pourquoi on parle de glissement des catégories de migrants, de flux mixtes, parce que beaucoup de gens appartiennent à plusieurs catégories à la fois. Je prends l'exemple des réfugiés, puisqu'on est en pleine crise de l'accueil des réfugiés aujourd'hui en Europe. La plupart d'entre eux
par exemple les Syriens viennent pour des raisons politiques. Ils fuient leur pays, mais ils envisagent d'entrer sur le marché du travail. Ceux qui n'obtiennent pas le statut de réfugié, qui est quand même difficile à obtenir, parce qu'il faut être quelqu'un qui craint ou qui a subi une persécution individuelle dans son pays, qui ne peut pas faire la preuve de cet élément, va entrer éventuellement comme sans-papier, essayer de se faire régulariser, donc il va entrer pour travailler. Donc à la fois il cherche le refuge, mais il cherche aussi le travail, mais essentiellement le refuge. À l'inverse, les Africains subsahariens qui arrivent en Europe sont des gens qui viennent surtout pour travailler, mais qui souvent ne sont pas infondés à demander l'asile parce qu'ils viennent de pays en crise, parfois avec des crises très graves, souvent mal gouvernés, et donc à la fois ils viennent pour travailler, mais aussi ils peuvent demander l'asile s'ils n'arrivent pas à trouver une entrée légale sur le marché du travail, qui est devenu très difficile aujourd'hui pour les non-européens par exemple. Donc là aussi on est dans des catégories floues. C'est le même cas pour le regroupement familial. Dans le passé, les gens qui venaient dans le cadre du regroupement familial étaient plutôt des femmes qui restaient au foyer. Aujourd'hui, ces femmes entreront pour l'essentiel dans le cadre du regroupement familial, mais il y a aussi des hommes qui viennent dans le cadre du regroupement familial, parce qu'il y a beaucoup de femmes isolées qui sont venues seules et qui ensuite sont rejointes par leurs compagnons ou leurs conjoints. Donc là aussi, on est dans une migration de famille, mais aussi de travail. De même pour les étudiants, beaucoup sont entrés pour faire des études et après on a eu des controverses diverses, notamment en France avec la circulaire Guéant de 2011 qui leur donnait un accès très difficile au marché du travail, mais la plupart d'entre eux entrent avec l'espoir souvent de pouvoir entrer sur le marché du travail dans les pays d'accueil comme les États-Unis ou les pays européens. Donc là aussi les catégories sont plus floues et souvent ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois réfugiés et travailleurs. Sociologiquement, ce sont les mêmes personnes, ce qui n'était pas du tout le cas dans le passé, et ce qui correspond aussi à une certaine inadéquation du système institutionnel des titres de séjour à la réalité sociologique des personnes, un phénomène qu'on constate encore plus pour le Sud, puisque les pays du Sud n'ont que très récemment, pour une toute petite partie d'entre eux, défini des politiques migratoires, et il y a encore 50 pays du Sud qui n'ont pas signé la Convention de Genève.